Paris, depuis le Moyen-Âge, s'arrêtait à peu près où se trouve aujourd'hui le Jardin des Plantes, qui était en dehors des murs. Donc, et a fortiori au-delà, c'est-à-dire le secteur actuel du quartier de Paris-Rive-Gauche. C'était un morceau de Paris d'un genre un peu particulier. Il y avait pas mal de logistique, il y avait de l'industrie. Il y avait les moulins, donc on fabriquait de la farine. Et puis il y avait un faisceau ferroviaire qui coupait un peu le quartier en deux, et qui a rendu pendant très longtemps la communication entre les deux morceaux de l'arrondissement assez problématique. Et il y avait même, certains parlaient du bas 13e et du haut 13e parce qu'il y avait un dénivelé. Et puis c'était un quartier qui n'était pas très très valorisé, quoi. C'était un quartier servant de Paris. Donc le but de Paris-Rive-Gauche, c'est bien sûr d'agrandir Paris, qui a besoin de nouveaux territoires, et particulièrement d'agrandir et de développer Paris vers l'Est, et aussi pour rééquilibrer socialement Paris. Aujourd'hui, ce travail de rééquilibrage arrive pratiquement à son terme, mais vous voyez qu'il aura fallu une quarantaine d'années pour mener à bien cette grande entreprise de développement et de rénovation urbaine. Une partie du quartier est construite au-dessus des voies ferrées, c'est-à-dire 9 mètres au-dessus du niveau du terrain naturel, alors que le 13e arrondissement, au-delà des voies ferrées, est à 9 mètres plus haut. Donc la question qui nous a été posée était la question de faire atterrir l'avenue de France. Pour ça, il a fallu remblayer tout ce terrain et franchir les voies ferrées par un système de dalles, ponts, etc., sur lequel aujourd'hui on est d'ailleurs en train de construire des immeubles, mais ça vient à la fin, parce que évidemment c'est la partie la plus chère, etc. L'avenue de France, pendant de nombreuses années, on peut presque dire jusqu'à maintenant, elle n'a qu'un côté droit. C'est-à-dire qu'elle ne structure pas très bien, puisque l'opération se passe entre la Seine et elle. Mais évidemment, dans le projet, il est clair quel est l'élément structurant, parce qu'elle aura aussi un côté gauche. Mais le côté gauche, aujourd'hui, on ne le voit pas beaucoup. Et donc, c'est écrit dans l'avenir, et peut-être que ça va changer assez fortement la physionomie du quartier le jour où vraiment ce sera l'avenue de France qui le structurera, ce qui n'est pas tout à fait vrai aujourd'hui. En quoi l'avenue structurante du quartier, c'est une question à la fois compliquée et simple. Au départ, elle est toute simple. C'est une grande avenue rectiligne sur des voies de chemin de fer. Et on construit de part et d'autre. Bon, très bien. Ah oui, bon, mais c'est un peu court. C'est vrai que ces voies de chemin de fer font un grand bazar, qu'il y a les chemins de fer, il y a le métro qui passe un peu en dessous. Enfin. Et puis, parce qu'il y a dans la longueur plusieurs choses qui vont se succéder. C'est une des avenues, comme les autres avenues de Paris, qui n'a pas un caractère uniforme d'un bout à l'autre. Moi, je sais que la première chose que j'ai faite, c'est de me demander qu'est-ce que ça donnait dans le plan de Paris. Et j'ai constaté qu'à peu près toutes les avenues de Paris avaient la même longueur. 1500 mètres ou 1600 mètres. Donc on était en plein dans le type de l'avenue parisienne. Bon, donc ça m'a donné une première vision des choses. À partir de là, a commencé le véritable travail. Quelle avenue on faisait, comment on mettait les arbres, quelle était la hauteur des bâtiments autour, qu'est-ce que c'était le vide de l'avenue, puisque dans une avenue, ce qui est important, c'est le vide, et puis après le rythme des façades, mais le vide d'abord, etc., etc., etc. C'est là qu'a commencé le vrai travail. Nous sommes ici donc à la Cité de la Mode et du Design, installée dans l'enceinte des anciens magasins généraux.
C'est un projet qui pour moi fait la jonction entre le cœur de Paris et, on va dire, le nouveau Paris ou le Grand Paris, la métropole. Et ici, on est en fait dans une charnière entre la gare d'Austerlitz, la gare de Lyon, la Seine, la TGV et tous les nouveaux quartiers de l'Est parisien. C'est en fait quand même une rupture avec le Paris historique. Paris est magnifique, Paris est une ville très belle, mais Paris a également besoin de se moderniser. Et ce bâtiment, pour nous, fait justement la jonction entre ce corps ancien et neuf. C'est aussi pour cette raison que nous avons conservé la structure de ce bâtiment qui date du début du XXe siècle. Et nous l'avons, on va dire, nettoyé parce qu'il y avait eu plein de petites constructions qui s'étaient rajoutées au fil des temps. On n'en a gardé que le squelette. Et nous avons installé ce que nous appelons le plug-over, qui est comme une grande carapace verte. Ce qui est important, c'est aussi que ce bâtiment, pour nous, est un bâtiment promenade. C'est l'idée qu'on puisse venir accueillir le flux des piétons qui sont le long des berges de la Seine, qui puissent traverser le bâtiment, aller jusque sur le toit, se restaurer et continuer le parcours vers tous les quartiers de la Sémapan. En réfléchissant au projet, en travaillant sur cette idée de plug, il est apparu comme une évidence pour nous que finalement le bâtiment est la partie en flux de la Seine. Il voyage avec la Seine. Et finalement, cette structure des magasins généraux qui va d'un pont à un autre, elle est également le long de la Seine. Donc on a eu cette volonté finalement d'avoir un dialogue avec la Seine qui est d'une couleur plutôt verte que bleue, d'avoir un dialogue avec la frondaison des arbres qui sont sur tous les quais d'Austerlitz. Et finalement, on s'intègre dans ce paysage. C'est un projet assez paysage. Et du coup, on voulait avoir que les couleurs travaillent bien ensemble. Donc on a le vert de la Seine, on a le vert des arbres et on a le vert du plug. Et en même temps, on a choisi un vert assez vif parce que c'est un bâtiment qui accueille des activités qui sont dynamiques, qui sont ouvertes au public. On est au milieu des flux. On a le flux du métro, les flux du pont Charles de Gaulle, le pont de Bercy qui est magnifique. Et on le voit au loin, la grande bibliothèque. On est les voitures des deux côtés. Et en même temps, ici, on est dans un flux complètement piéton. On est à l'abri, on peut laisser les gamins courir. Les berges sont complètement piétonnes. Donc finalement, dans une sorte de havre de paix piéton au sein de flux qui irriguent l'ensemble de Paris. Tous les bâtiments, ils sont partiellement construits sur la dalle. Il y en a peu qui soient construits complètement sur la... Parce que bien sûr, un immeuble qui serait construit complètement sur la dalle aurait des problèmes de cuves d'ascenseur à n'en plus finir. Alors il faut avoir la profondeur des cuves, il faudrait descendre les eaux usées à travers les gares. Enfin, il y a tout un ensemble de ces immeubles qui n'est pas complètement sur la dalle, qui est en partie sur la dalle et qui rejette toutes ces difficultés propres sur la partie qui n'est pas sur la dalle. Mais il y en a qui sont complètement sur la dalle. Puis la construction est dépendante de la bonne volonté de la SNCF qui nous annonce souverainement à quel moment les dalles seront terminées. Parfois c'est assez surprenant. Et donc c'est une construction en forme de puzzle. Un peu. C'est pas une construction cohérente comme souvent dans les zones d'aménagement. Ça dépend vraiment de la disponibilité du terrain et de la constructibilité liée à l'aménagement des dalles. L'histoire est assez complexe. Il a été décidé de faire un urbanisme de dalles. C'est-à-dire on construit sur les voies de chemin de fer et avec une dalle en béton, et on pose des bâtiments comme des objets sur une table. Mais on ne sait pas quels objets vont venir sur la table, et donc on a une dalle qui est en attente et qui a une capacité d'accueil maximale. À cet endroit-là, précisément, dans l'axe de la très grande bibliothèque, il y a des contraintes de ferroviaire, des voies, qui fait qu'on ne peut pas trouver d'appui. Donc il fallait déplacer les voies de chemin de fer pour trouver des appuis. Et donc j'ai dit, au lieu de construire là, construisons sur les voies, mais au lieu d'attendre que la dalle soit réalisée,
portons la dalle et faisons donc un bâtiment pont qui, au lieu d'être porté par la dalle, portera une dalle qu'on appelle un plancher qui empêche, quand on construit le bâtiment, de faire tomber les boulons sur les trains qui passent. Et donc c'est un bâtiment, c'est un pont habité qui franchit 58 mètres de portée, qui suspend sa dalle. On crée de la valeur, on crée un sol artificiel et il faut qu'il y ait une équation qui permette de le faire. Or l'équation là, elle était très simple. On prend l'argent de la dalle qui était impossible de faire et on équilibre, on crée un foncier disponible à partir de là et on intègre cet argent-là, non pas dans une dalle qui ne sert à rien, mais dans le bâtiment qui va porter la dalle et ça le rend bien plus fort que ce qu'il n'aurait été sans cette contrainte. Donc c'est infrastructure to create value, c'est comment l'infrastructure peut créer de la valeur. Et puis alors il y a la deuxième dimension qui me paraît de loin la plus importante, c'est que ce nouvel état de contrainte nous libère, c'est un état libératoire. Il y a un moment, dans ces équations extraordinaires, il y a un moment où ça devient tellement contraignant que tout devient possible. Et là en l'occurrence, quand une fois qu'on a franchi ces 58 mètres, avec les bâtiments ponts qui rejoignent les deux rives, alors le bâtiment de bureau n'est plus un bâtiment de bureau classique. Mais au contraire, c'est un bâtiment qui a des largeurs différentes, des terrasses partout, des beaux windows, des balcons, des doubles hauteurs, qui est dans une problématique d'usage totalement différente. Et c'est ça qui m'intéresse. On ne règle pas la question technique par une réponse technique, mais on règle la question technique par une réponse d'usage. Alors, la BNF, c'est un moment de l'histoire des bibliothèques. On a fait des grandes bibliothèques, il y avait une course aux grandes bibliothèques, y compris entre Paris et Londres, etc. Et on considérait que c'était la bonne solution. Je crois qu'aujourd'hui, on serait plus modéré, plus hésitant, et qu'on verrait émerger d'autres solutions. Si je dis ça, c'est juste pour marquer que le projet n'était pas un projet d'urbanisme concernant la BNF. C'était un projet concernant l'évolution des bibliothèques, de la documentation, la numérisation, etc., etc. Et que le problème, c'était de la planter quelque part et pas d'en faire un élément de structuration d'un quartier. La manière dont on faisait de l'urbanisme, c'est pas si vieux, mais la manière dont on faisait de l'urbanisme à l'époque n'est pas celle dont on ferait de l'urbanisme aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne pourrait pas dire « je me fiche de savoir si elle est structurante ou pas ». On dirait il faut qu'elle soit structurante et là on sera embêté parce qu'une grande bibliothèque c'est très peu structurant, très peu. Je pense qu'il y a un problème de sédimentation. Quand vous faites un équipement public de proximité, l'équipement public fonctionne tout de suite. Bon, quand vous faites un grand équipement public culturel de taille métropolitaine, voire nationale, après tout la Bibliothèque de France, comme son nom l'indique, c'est la bibliothèque de tous les Français, eh bien évidemment il faut quand même trouver les modalités d'insertion de ce bâtiment qui d'ailleurs est très beau, hein. Ce qu'a fait Perrault est vraiment très intéressant, mais c'est pas le plus simple du point de vue urbain. Mais on voit bien que l'appropriation d'un objet urbain comme celui-là est quand même plus longue, un peu plus difficile, et en plus elle doit être à l'échelle de la métropole. La culture a été un thème effectivement de ce quartier et plus généralement de l'Est de Paris. N'oublions pas que la BNF, ça va avec l'Opéra Bastille. Il s'agit à la fois de mettre de l'activité, donc le côté centre d'affaires dans ce nouveau quartier, mais aussi d'affirmer la force culturelle de l'Est parisien alors que tous les équipements culturels étaient dans l'Ouest. La culture est venue morceau par morceau. MK2, c'était pas évident et c'est un choix de Marine Karmitz de venir ici. Et puis le reste, l'université, etc., c'est au gré des circonstances. Donc on a à la fois une tonalité culturelle forte, sans parler des grands moulins. On a une tonalité culturelle forte, mais qui n'est pas le résultat d'un choix a priori, mais de choses qui se sont faites peu à peu. Paradoxalement, je pense que la halle Freycinet va faire beaucoup de bien à la Bibliothèque de France. Parce qu'il va y avoir comme ça ces deux pôles, le pôle culturel et le pôle technologique,
il va y avoir ce mélange des gens qui lisent et des gens qui codent, si je caricature un peu bien sûr, mais qui va apporter quelque chose à ce quartier. On voit bien que ce qui est en train de se dessiner, c'est quand même un lieu d'une puissance urbaine du XXIe siècle tout à fait exceptionnelle. Quand vous additionnez les 210 000 mètres carrés d'université, les 1000 startups qui seront présentes et tout ce qui va se structurer autour, hein, parce que naturellement, Station F est une espèce d'attracteur puissant pour toute une série d'initiatives, et le monde qui sera au bout de l'avenue de France, on voit bien que là, on aura quand même quelque chose d'assez spectaculaire. Hein. C'était le premier bâtiment qui se faisait en logement sur la ZAC Seine-Rive-Gauche. Et la ZAC n'était pas stabilisée du point de vue social et du point de vue des gens qui allaient habiter. Donc on ne savait pas si c'était des étudiants qui allaient arriver, des familles, etc. Donc la RIVP à l'époque avait parié sur un système plutôt de décomposition familiale, mais on pensait que ça allait se transformer comme chambre d'étudiants. Donc il fallait qu'on ait un système assez ouvert. Le projet, c'était surtout de libérer les plateaux, c'est-à-dire de construire ça comme un parking avec plus de murs. C'est-à-dire on enlevait les murs, on gardait qu'un mur longitudinal, quelques petits poteaux en façade qui tiennent le flottement de la dalle, et puis c'est tout. C'est-à-dire que c'était un espèce d'immense plan libre de 14 mètres d'épaisseur sur 80 mètres de long, et surtout sans aucun voile transversal, ce qui permettait de régler sur une surface horizontale des 2 pièces, des 3 pièces, des 4 pièces, suivant le programme que tu avais et qui te permettait donc de répondre à la question qui était posée. Mais on pouvait tout effacer et tout recommencer. C'est-à-dire que j'avais en fait une trame unique de 3 mètres, on va dire, pour faire simple, ou 2,50 mètres, et qui me permettait comme ça de réguler ou des chambres, ou des séjours, ou des cuisines. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'attribution d'image de la façade de l'extérieur. On ne pouvait pas savoir si c'est une cuisine, une chambre ou un séjour. Et ça permettait comme ça de mettre les cloisons où on voulait, et ça permettait de recomposer à chaque fois le plan comme on le souhaitait. Il fallait que la paroi permette le moins de déperdition possible, c'est-à-dire que la chaleur qui était contenue à l'intérieur de l'appartement ne s'échappe pas sur l'extérieur. Donc le coup qui a été tenté, que j'ai tenté moi sur cette opération, était un coup assez ardu, qui était de dire il faut qu'on se paye comme une combinaison de plongée, une façade à double pot, c'est-à-dire quelque chose qui permettrait de comprimer dans un espace une sorte de matelas d'air qui évoluerait en fonction de la température intérieure et extérieure. C'est-à-dire imaginez une combinaison de plongée qui se met à la température de votre corps une fois que vous êtes dans l'eau. Là c'est pareil, c'est-à-dire que s'il fait chaud à l'extérieur et froid à l'intérieur, ça se met en température médian, et si vous rentrez le soir qu'il fait très chaud, vous ouvrez la fenêtre extérieure et l'air s'échappe. Et l'hiver, quand vous avez au contraire capté cette énergie, on va dire, dans ce matelas d'air, vous ouvrez votre fenêtre intérieure et vous bénéficiez donc de ce matelas d'air chaud. Voilà. Il a fallu 20 ans pour qu'on s'aperçoive que ce bâtiment aujourd'hui est donné en exemple pour tout ce qu'on fait comme recherche sur la flexibilité, sur la réversibilité, sur l'économie d'énergie, et c'était à l'époque du bon sens. Moi, je viens d'une famille modeste, et donc on apprend à économiser l'énergie, à faire des choses pour les autres qui fonctionnent, qui soient, qui servent pas à une chose mais à plusieurs choses. Donc voilà, donc c'était ça s'appelait du bon sens à l'époque. Et jusqu'au jour où je me retrouve dans un concours, un jeune homme qui me regarde et qui me dit « Vous connaissez rien à l'énergie, monsieur l'architecte, qu'est-ce que vous racontez? Moi je vais vous dire, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Je lui dis « Mais attendez, je sais de quoi je parle quand même. » Alors il me dit « Non, vous savez, moi je vais vous dire, de toute façon, vous ne ferez jamais mieux que le bâtiment qui est la rue Durkheim, etc. » Je dis « Mais dis-moi, tu sais qui c'est qui a fait ce bâtiment ?» Il me dit « Non, je ne sais plus. » Je dis « Bah c'est moi. » Et là le gars il est figé, il est rouge, il sait plus où se foutre, tu vois. Ouais. Non mais tu vois, je veux dire, c'est que ce bâtiment est rentré dans le patrimoine. Ce qui est bien, c'est qu'on ne sait même plus qui l'a fait. Comme je dis, ça devient de l'architecture quand la construction cesse d'appartenir à son auteur. C'est-à-dire qu'elle rentre dans le domaine de l'intérêt général et du domaine public. Voilà, donc c'est un bâtiment clé, hein, c'est un bâtiment important. C'est l'un des 3 bâtiments de logement présentés à l'IFA. Il y a la maison du Fada de Corbu à Marseille, il y a Nemosus de Jean Nouvel et il y a la rue Durkheim.
L'IFA a choisi ces 3 projets comme étant les plus marquants du XXe siècle. Paris avait aussi besoin d'une turbine tertiaire à l'est. On a suffisamment parlé du rééquilibrage de Paris pour le réévoquer quand même à cette occasion. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que d'une certaine manière, ça n'a pas marché comme on aurait voulu. C'est-à-dire que la Défense a réussi à capter un certain nombre de projets qui auraient pu venir ici. Et l'idée d'un grand quartier tertiaire, en plus à côté d'une gare, qui va sans doute redevenir plus un pôle d'échange, c'est plutôt une bonne idée. L'avenue en tant que telle, l'avenue était dédiée aux bureaux, essentiellement aux bureaux, et les habitations étaient dans la profondeur des îlots. Donc en fait, ce quartier, il est très surnaturel, c'est-à-dire il est éminemment artificiel. Voilà, c'est une dalle sans être une dalle, mais avec comme épine dorsale l'avenue de France. Alors, ce n'est pas un projet linéaire qui irait du centre vers le périphérique. Ça s'est fait selon des segments. Donc, on a plusieurs segments, plusieurs parties, et avec des moments qui dépendent et du temps, et de la mode, et des urbanistes qui étaient là pour donner le là. Voilà, donc ça a beaucoup évolué au fur et à mesure du temps, des époques et des fragments de segments. Moi, ce que j'ai voulu faire dans ce bâtiment, c'est dire on est très à l'extérieur. C'est-à-dire quand vous regardez ce bâtiment, autant dans le détail que dans les éléments un peu plus grands, il y a des grands balcons et des grandes terrasses. Au dernier étage, pris sous une sorte de résille, il y a un grand espace extérieur, un jardin qui est en contact direct avec des éléments communs qui sont des salles de sport, des restaurants, etc. Et à tous les étages, on a une relation extérieure qui se fait en ouvrant une porte, en allant sur une terrasse, en allant sur un balcon. Généralement, c'est des lieux qui sont avec des plantes, qui ont occupé l'espace, etc. De dire on n'est pas dans le monde clos du bureau habituel, on peut à l'extérieur. Et puis même sur la façade, vous verrez, il y a des portes-fenêtres. La porte-fenêtre qui est un élément hyper standard du logement en général. Là, on a voulu l'utiliser par rapport à du bureau et de dire que quel que soit l'endroit où l'on travaille, on peut ouvrir une fenêtre, déployer un store, se pencher, téléphoner, fumer une cigarette, etc. Donc c'est l'idée transversale de ce bâtiment de dire on n'est pas dans une coquille étanche. On est dans un espace poreux avec l'extérieur, même s'il y a du bruit, même si, voilà, enfin, c'est l'air de Paris, quoi. Le hall d'entrée, là, on l'a fait traversant, comme une sorte de hall-rue, comme ça, en relation avec un patio. Donc de dire que c'est pas le hall grandiose avec une seule porte, mais de dire que c'était comme une rue parallèle. C'est-à-dire c'est une sorte de passage parallèle à l'avenue de France qui met en relation et en vision tous les éléments programmatiques du bureau. Alors on est au milieu du quartier ici, théoriquement. C'est le centre pour la fonction résidentielle, principalement. C'est le centre pour l'animation aussi. C'est peut-être pas le centre pour l'activité économique. Ça, c'est un autre sujet. La séparation des quartiers a été voulue dans la manière dont on a conçu ce quartier, cet ensemble, puisqu'on a voulu l'organiser en quartier. Et du coup, on s'est servi de la voirie, et notamment de cette voirie existante qu'était la rue de Tolbiac, pour séparer clairement des quartiers. La répartition entre résidentiel et bureau, elle est plutôt entre le haut et le bas. C'est-à-dire que plus on descend, plus on a de résidentiel, sauf tout à fait au bout vers Austerlitz où on n'a plus du tout de résidentiel. Mais sinon, le résidentiel est en descendant et l'activité est plutôt vers le haut, côté Avenue de France. Après, ce résidentiel, il a des tonalités un peu différentes. C'est justement ça l'idée de quartier. Alors ce projet, c'est un petit projet de 55 logements avec du commerce. J'ai à la fois ouvert les projets au sud, mais gardé un peu cette idée, et il a raison de la défendre, cette idée que la domesticité doit se maîtriser
pour ne pas nuire à la qualité de la ville. J'ai enveloppé en fait le bâtiment d'une maille en fait très perforée et qui en fait un peu sa signature, c'est-à-dire par le dessin géométrique, la précision de ces panneaux qui viennent caractériser le bâtiment. Donc ils sont au sud très ouverts et moins ouverts au nord. C'est complètement vitré au sud et beaucoup moins au nord. Je fais des logements majoritairement traversants. Donc je joue un peu sur la différence thermique entre la façade sud et la façade nord. Et en l'occurrence, le fait d'être largement au sud est rééquilibré par des moucharabbiers, c'est-à-dire des panneaux perforés qui viendront tempérer l'apport de lumière en été. Et on peut largement ouvrir en fait, ces panneaux en hiver pour récupérer la chaleur directe du soleil en hiver. Mais inversement, ces panneaux coulissants permettent d'agrandir l'espace intérieur puisque le séjour se trouve en prolongement de ces loggias. Et c'est la limite du moucharabbier qui vient limiter la pièce en réalité. Donc c'est une surface augmentée de 10 à 15 mètres carrés, ou voire 20 mètres carrés selon les appartements. Dans tous mes bâtiments, je cherche à absorber en fait, la lisibilité des différentes tranches en fait, des balcons pour verticaliser la lisibilité du bâtiment. Et donc je crée une sorte de matière en fait, sur laquelle le regard glisse. Et on aperçoit en fait la domesticité par des faits de creux, d'apparition de personnes qu'on devine à travers ces moucharabbiers. Mais il n'y a pas une lisibilité franche de l'échelle en fait du bâtiment. De jouer sur l'ambiguïté en fait de la taille du bâtiment. Et c'est un bâtiment qui est surélevé en fait sur un socle en minéral. En fait. Donc comme il y avait un très fort dénivelé entre la rue Chevaleret et la rue de France. J'ai créé une sorte de continuité en fait, de ce dénivelé par une rampe en fait, qui vient relier les deux niveaux et qui me permet de créer une sorte de traversée de ce bâtiment par une sorte de porche à rez-de-chaussée et qui entre en résonance avec le creux du bâtiment. Donc il y a cette idée de porosité générale du dispositif du bâtiment. Si on voulait un peu revenir sur le projet résidentiel, on peut le comparer à Bercy. C'est-à-dire que des deux côtés, il y a eu la volonté de faire de l'habitat pour une classe moyenne diplômée, pas forcément extrêmement riche, mais qui avait droit à Paris et qui était en train de se développer. Et on lui a offert des résidences relativement innovantes. Elles le paraissent peut-être un peu moins maintenant, mais elles étaient quand même relativement innovantes. Et les programmes les plus récents sont innovants, mais on lui a offert de la résidence, non pas pour vivre dans un morceau de Paris, mais pour vivre dans Paris. Il y a à la fois l'idée du village, qui est une idée qui a beaucoup plu pendant des années, et l'idée de l'intégration à Paris, donc les transports en commun, la possibilité d'aller partout dans la ville, etc., etc. Donc très logique que tout ça ne forme pas un ensemble très intégré. Je me souviens par exemple une époque assez ancienne où la CEMAPA se préoccupait de la manière dont on pouvait installer un boulanger avec son activité de production sur l'avenue de France. Donc il y avait aussi l'idée de faire de l'avenue de France une centralité pour une proximité résidentielle. Et moi je dirais plutôt que ce qui s'est passé, c'est que la fonction culturelle a pris beaucoup plus d'importance, notamment avec l'arrivée des universités, parce que le tertiaire fonctionnait moins bien. Mais je ne crois pas que le résidentiel ait été tellement affecté. Il était prévu. En fait, Paris-Rive-Gauche réunit plusieurs quartiers. Ici, on l'appelle le quartier des Grands Moulins. Enfin, pour nous, il y a l'école des Grands Moulins, il y a les Grands Moulins de Paris. Donc, on est vraiment sur la zone du campus, à proprement dit. Ça va de l'école d'archi à la rue de Tolbiac. Les gens de Masséna qui habitent de l'autre côté de Tolbiac ne viennent pas jusque-là.
Et nous, on va pas là-bas non plus. Enfin, on y va pour le MK2, mais pas plus. On va pas au-delà et dans la vie de quartier. C'est assez compliqué en fait de créer de la vie de quartier dans ces nouveaux territoires. Et donc, les gens qui s'y consacrent se consacrent à des micro-endroits, mais ça fonctionne. À la différence des autres quartiers de Paris, en fait, nous, il nous manque les commerces de proximité, chose qu'on n'a pas du tout, on n'a presque pas. Là, ça y est, moi, ça fait 9 ans que je suis là. On vient de voir la 2e boulangerie ouvrir. On s'était battu pour que la pharmacie soit ouverte le samedi matin, enfin des choses aberrantes. Et je dirais les commerces sont dirigés vers les travailleurs et vers les étudiants. On a des snacks un peu partout qui sont ouverts de 11h le matin et qui ferment à 17h. Après, on a toutes les terrasses le long de l'avenue de France qui sont plus là pour attirer les gens qui sortent du travail. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça se remplit. Hein. Mais nous, les habitants, enfin moi perso, avec mes enfants, je vis en logement social, je ne vais pas aller dépenser 6 € pour un jus d'orange en terrasse, c'est pas possible. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on fait, on fait des petits événements pour créer de la vie de quartier. La vie de quartier, on a commencé vraiment à se connaître les uns les autres quand le centre d'animation Goscinny a ouvert et quand l'école des Grands Moulins a ouvert. Parce que là, du coup, on avait un point d'attache, nos mômes étaient tous dans la même école, donc ils se retrouvent le soir pour jouer ensemble, chose qu'on n'avait pas avant. Donc voilà, l'école et le centre d'animation, ça a changé l'image du quartier. Il faut que la force publique crée des espaces qui permettent des réunions, des réunions d'habitants. Je vous dis, hein, une place de marché, l'école. Et puis, il faut des barges qui se disent « moi, je veux faire quelque chose en plus » et créer ça. Donc on voit bien qu'il y a une vie de quartier, justement, qui est encore en devenir et qui est rendue, pour le moment, un peu difficile, parce que ce qui est achevé depuis longtemps, ce sont ces grands immeubles de bureaux qui abritent des banques. Bon, donc on a des gens qui travaillent dans les banques, j'ai rien contre eux, hein. Ils sont fondamentaux pour la vie d'une ville. Je pense qu'il va falloir trouver une façon peut-être d'amener plus de food trucks, parce que les étudiants manquent de lieux de restauration. Là, je parle des étudiants de Paris Diderot et de l'école d'architecture qui n'est pas loin, ou même ceux qui travaillent à la bibliothèque. D'ailleurs, il y a une rupture dans la manière de faire le quartier. Une rupture qu'on ressent aussi dans l'ambiance. L'ambiance, nous sommes devant l'université Paris Diderot et l'ambiance est complètement différente de celle qu'on a devant des immeubles de bureaux à l'autre bout de l'opération. Ceci dit, ça a commencé bizarrement. C'est-à-dire, ça a commencé par le patrimoine. C'est-à-dire que, alors qu'on était parti d'une opération qui faisait table rase, dans cette partie-là, on a décidé d'utiliser autant que possible le patrimoine existant. Ce qui pouvait passer pour un retour en arrière d'une certaine manière, mais qui était en fait le point de départ de l'innovation. C'est-à-dire, on peut dire dans ce qui précède. On est dans une version moderne du mouvement moderne, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment rompu avec la conception de la ville du mouvement moderne, sauf qu'on a réintroduit la rue. Mais en dehors de ça, on reste très marqué par le mouvement moderne. Nous, notre bâtiment faisait partie d'un PPP, donc d'un partenariat public-privé. Et c'était la dernière phase d'extension, en tout cas de transfert de Paris 7 dans ce nouveau quartier. Là, le Farine présentait une particularité, c'est-à-dire qu'elle est une forme géométrique assez épurée, entière et continue, à l'exception de l'endroit où nous, on est venu s'implanter, où il y avait une petite encoche, juste au-dessus d'un petit parvis qui vient recouvrir des locaux techniques dédiés à le Farine. Il nous a donc été proposé de faire un programme, donc c'était pour les locaux associatifs et culturels de l'Université Paris Diderot.
Et la grande particularité aussi de ce projet-là, c'est qu'on vient en extension de la halle. C'est-à-dire qu'on n'a pas de rez-de-chaussée, on ne rentre pas dans notre bâtiment par le rez-de-chaussée de notre immeuble, on vient directement depuis la halle. Il y a simplement ces 3 passerelles qui viennent se connecter à la halle. Et ensuite, on a, nous, notre élément qui vient flotter. Et d'ailleurs, quand on passe dans cette faille, quand on traverse les passerelles, on voit une toute petite faille. Notre façade, donc c'est un cette peau en aluminium qui fait le tour. Donc on voit la halofarine d'un côté et notre bâtiment de l'autre. Alors, c'est un volume qui est très simple. Et on voulait un objet... Du fait de la présence de l'halofarine, qui a une écriture qui est assez chargée, enfin pas chargée, mais en tout cas qui est assez identifiable, nous on voulait au contraire complètement s'effacer. C'est-à-dire qu'on voulait faire un bâtiment plutôt évanescent et très simple et très sobre. Et donc on a dessiné, enfin on a imaginé ce parallélépipède qui émerge de la halofarine, mais ça apporte aussi une certaine sensibilité, comme une âme au projet qui va vivre avec... l'environnement, la lumière, le soleil, le jour, la nuit. Là, on commence à expérimenter des choses qui sont complètement différentes. Alors, je ne suis pas sûr que l'université soit la cause. En revanche, ça se marie bien avec l'université, surtout que Denis Diderot est une université assez innovante, qu'en plus on a une école d'architecture à côté, et que donc on a un ensemble universitaire qui peut être ouvert à l'innovation. En tant qu'étudiant d'architecture, je pense que c'est une chance d'être dans un quartier où l'architecture contemporaine est fortement représentée. On voit qu'il y a beaucoup d'expérimentation, beaucoup d'expériences et que, des choses qu'on n'oserait pas faire, par exemple, au centre historique de Paris et qu'on fait en fait dans ce quartier. Et en tant qu'étudiant d'architecture, c'est beau de pouvoir parcourir toute cette architecture et voir de nous-mêmes comment faire l'architecture et comment comprendre comment d'autres architectes font l'architecture, sans avoir besoin de partir très loin. Le mariage architecture contemporaine et architecture ancienne, il n'est pas forcément évident a priori. Et ce bâtiment, au final, c'est un manifeste de ceci, en fait, du mariage entre l'ancien et le contemporain. Et c'est beau, en fait, de voir qu'on n'est pas obligé de toujours détruire, faire une table rase du passé pour construire quelque chose de nouveau et que l'alchimie puisse prendre entre l'ancien et le nouveau. Et c'est tout à fait magnifique. Une fois qu'on est à l'intérieur, on ne se rend même plus compte si on est dans l'ancien ou dans le nouveau. Alors que depuis l'extérieur, c'est assez frappant et les espaces d'intérieur sont vraiment beaux. On est proche de l'université et des logements qui sont autour. Et c'est vrai que le quartier, on le vit pleinement. Dans le sens où on va dans l'école et par la suite, en fait, on a envie de vivre dans le quartier. C'est une première envie qu'on a, que de ne pas rester forcément tout le temps dans l'école. D'avoir un endroit où on puisse se retrouver ensemble en dehors de l'école. Moi, j'ai été frappé également de voir à quel point les Kébas sont en quelque sorte, ce sont les étudiants qui se les sont appropriés. Et il y a une espèce de fusion assez drôle d'ailleurs entre Paris 6 et Paris 7. Ils étaient en guerre quand ils partageaient Jussieu. Et maintenant, les étudiants des deux universités, il y a une sorte de continuité territoriale. Là, ils boivent des coups, ils jouent de la musique, ils dansent, ils s'amusent sur les quais. Et donc là, on voit bien que la dimension quartier universitaire est puissante. On a voulu faire de la densité. Il n'y a pas tellement d'endroits où la population parisienne et ses élus acceptent la densité. Ça, c'en était un. Il fallait en profiter. Et naturellement, avec les enjeux énormes du développement durable, de la transition énergétique, etc., on a fait de l'innovation dans le logement. Aujourd'hui, l'innovation dans la construction, dans les procédés constructifs, dans les usages du logement, dans la manière de les concevoir, c'est la question qui est à l'ordre du jour. Et quand vous regardez toutes les opérations en cours, il y a toujours cette dimension-là. Mais là, on avait une chance particulière. On pouvait faire un peu ce qu'on voulait, d'une certaine manière, parce que ça n'était pas l'opération précédente qui allait protester
contre ce qui se faisait de nouveau. Et donc c'est devenu un pôle de l'innovation, chose un peu inattendue, mais qui probablement donne de la richesse à ce quartier. Dans Réinventer Paris, on avait 2 sites assez emblématiques, puisque en fait un site de la CEMAPA, le M5A2, et un site, la gare Masséna. Et on a eu 2 projets quand même assez spectaculaires. Le projet effectivement de réalimenter Masséna, donc de la fourche à la fourchette. Et puis il y a le bâtiment de Istu, avec cette façade en algues, en micro-algues, qui gère la climatisation du bâtiment. Et là aussi, c'est très audacieux, il y a des brevets derrière, mais moi j'ai confiance, enfin je veux dire, cette agence a travaillé sur ce projet, sur cette idée depuis très très longtemps, et nous pensons tous qu'il va sortir de terre, et donc là, on va avoir 2 projets tout à fait magnifiques. Et puis, il y a cet appel à candidature que nous avons lancé pour un macro-lot avec plusieurs immeubles de grande hauteur, avec le renouveau du logement en grande hauteur, la mixité logement-bureau en grande hauteur, et l'idée que l'allée d'Ivry, donc la connexion entre les 2 villes, et donc la construction du Grand Paris, passe également par une négociation avec les promoteurs et les architectes, et qu'aujourd'hui il y a cette habitude en quelque sorte de venir avec des projets où la maîtrise d'usage est aussi important que la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage, et que le dessin de la façade. C'est d'abord la première tour de 50 mètres de la ville de Paris depuis les années 70. Donc la question que je me suis posée, c'est une question d'abord de l'émergence. C'est-à-dire on a le panorama parisien, on va peut-être être vu du haut de la Samaritaine, et je me dis on va faire en fait un haut vert. Et c'est une manière de jouer avec la hauteur, je pense, assez élégante pour la première fois à Paris. Alors une fois qu'on a fait une tour végétale, conceptuellement, il est venu assez vite cette idée de travailler avec des plantes qui viennent du monde sauvage. Et donc j'ai fait un partenariat avec l'école du Breuil, qui sont à Vincennes, juste à côté, dès le début. Et on a commencé à aller chercher les graines des arbres originels à planter en fait sur cet immeuble. Et puis j'avais une idée, c'est de faire pousser en fait ça dans des tubes. Puis je me suis dit tiens, je vais faire un interstice. Un interstice, c'est un tube en inox, et il y a une dimension expérimentale. D'abord, est-ce que ça va bien pousser dedans? Et donc on a mis des prototypes, on en avait je pense 25 prototypes. Alors on a fait des prototypes aériens, qui sont dehors, et des prototypes qui sont souterrains, c'est-à-dire qu'il y a juste le col qui dépasse. Souterrain, ça veut dire qu'en fait ils sont tempérés, alors que les autres vont monter en température. Et on a expérimenté ça pendant 2 ans, et donc on coupe le tube, tout le monde flippait, et puis on ouvre les tubes comme ça, puis on voit... C'était allé jusqu'au bout, on avait 3,50 mètres de racines, et donc là, on a presque pleuré, on s'est dit, ça marche. Voilà. Donc, et tout d'un coup, je me suis intéressé à la biodiversité. Et donc en haut, on a dit c'est un espace dans lequel l'humain n'a pas vocation à aller, qui va être arrosé de telle manière à ce que les plantes, les oiseaux, les insectes puissent venir nicher là. Et d'une certaine manière, on reconstitue un corridor vert. C'est pour ça que le projet est devenu projet pilote pour la biodiversité, pour les oiseaux et les insectes, mais aussi pour la capacité qu'a l'immeuble avec les vents à disséminer des graines de plantes de rang 1 sur le monde sauvage. Donc en retour, on peut très bien trouver des squares parisiens avec des arbres qui viennent en fait de l'immeuble. Je dirais qu'on est dans le démonstrateur. C'est la thématique partout. Depuis 4-5 ans ou un peu plus. Il faut faire des démonstrateurs. On fait des démonstrateurs de la ville durable. Il y a un programme qui s'appelle comme ça. Paris en plus, alors on pourrait dire des petites méchancetés sur Paris, en disant que Paris veut toujours être le premier dans la démonstration, le premier dans l'innovation. Mais c'est quand même l'ambiance générale. Et donc, c'est pas que de la com, c'est la recherche des choses qui vont marcher. Et dans le fond, on a compris quelque chose, c'est que pour savoir ce qui va marcher, il faut essayer beaucoup de choses.
Et donc on essaye beaucoup de choses. Certaines resteront juste pour les livres d'histoire de l'architecture ou d'histoire de l'urbanisme. D'autres seront appelées à des grands développements. Eh bien, on verra. Je trouve que réinventer Paris était une idée fantastique parce que c'est de se dire, la ville de Paris qui se dit que voilà, nous on a des territoires qui en soi peut-être ils n'ont pas une valeur extrême mais qui sont très stratégiques parce que c'est des terrains qui articulent la relation entre Paris intramuros et le Grand Paris et donc qui occupent une position assez stratégique dans la ville et qui peuvent être des lieux d'innovation, c'est-à-dire de réfléchir autrement notre ville. Et on a une responsabilité face à cet environnement, face au climat, au changement climatique. Donc pour nous, l'idée c'était de se poser la question quel pourrait être le thème qui pourrait aborder le changement climatique, en fait le réchauffement climatique, mais en même temps de la micro-échelle. Et le premier thème qui finalement nous relie à la terre, c'est l'alimentation. Si on s'alimente demain différemment, on pourrait aussi créer un rapport plus durable à la terre. Et l'objectif était de créer un lieu où l'alimentation sera abordée dans tous ses côtés. Donc c'est un peu un lieu de culture autour de l'alimentation, mais aussi une vitrine de production alimentaire où on peut à la fois produire, donc on aura une agriculture urbaine, ce qu'on dit, voilà, un espace d'agriculture qui sera dédié à la recherche. Donc l'idée c'est de développer des biodiversités qu'on a perdues ou de nouvelles biodiversités possibles. De ce lieu de production, on passe à un lieu d'expérimentation. Donc ce sont des ateliers pédagogiques dans lesquels on va prendre ce qu'on a planté, on va les tester avec les chefs. Il y aura aussi des habitations. Donc il y aura 3 autres étages qui sont dédiés à des habitations. Donc on passe de la production à la démonstration et l'expérimentation, à la commercialisation à travers une cantine. Donc la cantine, c'est une cantine interactive, c'est un lieu où on peut imaginer cuisiner pour beaucoup plus de personnes, où les habitants peuvent être présents et ça s'ouvre sur un marché. Donc du coup, on a aussi cette temporalité de la nourriture, donc aussi un marché où on a plutôt voilà, quelque chose qui s'ouvre, s'étale et qui s'ouvre au quartier. Les avenues, souvent, elles se perdent dans le tissu de la ville d'un côté. Et elles ont une espèce de lointain de ce fait-là. C'est pas... Oui, l'avenue, c'est pas une artère roulante. C'est pas... Elle conduit pas... Elle ne fait pas rentrer la banlieue dans Paris, quoi. Là, on bute sur le boulevard des Maréchaux, on bute sur le périph'. Et c'est vrai que les tentatives de continuité étaient un peu pas satisfaisantes. L'avenue de France, elle bute contre le périph', et on retrouve là le grand sujet raté du lien avec Ivry. Ça n'est toujours pas résolu. Un périphérique, ça se franchit d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, c'est un problème qu'il faudra régler. Et si je puis rappeler qu'on est aujourd'hui dans quelque chose qui s'appelle la métropole du Grand Paris, et que Ivry et Paris-Rive-Gauche sont dans la métropole du Grand Paris, il est plus que jamais nécessaire de penser au lien entre les deux. On y pense, mais ça a pris beaucoup de retard et il va bien falloir franchir. L'avenue de France, elle est très régulière, c'est une avenue au sens strict du terme, et là, à cet endroit-là, elle pouvait s'ouvrir. Donc on a fait ce geste. Voilà. Et ça s'ouvre sur quoi? Sur le futur de tout ça, qui s'appelle la banlieue à une époque et qui s'appelle aujourd'hui Grand Paris. Voilà. Il y avait un échangeur
sur talus, c'est-à-dire que c'était juste posé sur de la terre, quoi, voilà, comme on les fait quand on n'a pas d'argent. Et on a transformé ces échangeurs sur talus en échangeurs sur ouvrage, donc donc on fait des ponts, quoi, là, aujourd'hui, très concrètement. Et on a décidé de fabriquer un truc qui s'appelle l'allée Paris-Ivry, qui est donc très en chantier, et qui unit ces deux villes. Et Paris-Rive-Gauche n'est pas fini. Et je dirais même, ça, beaucoup de gens l'ignorent, mais c'est terminé à 50%. Il y a encore 50% de Paris-Rive-Gauche qui doit sortir de terre. Mais vous savez, moi je pense qu'un quartier, ce sont les habitants qui en tracent la frontière une fois qu'ils ont pris possession des lieux. Un arrondissement, ça c'est un découpage administratif. Un quartier, c'est pas un découpage administratif. Un quartier, c'est un espace de vie, un espace où l'on fait ses courses, parfois un bassin d'emploi, une université peut structurer un quartier, la Bibliothèque de France peut structurer un quartier. Donc il faut bien se rendre compte que les urbanistes gambergent, que les politiques prennent des décisions, ou parfois croient qu'ils en prennent, mais que ce sont les habitants du quartier qui font le quartier.